Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, comment puiser dans notre bonté naturelle pour mieux enseigner ou pour mieux apprendre ou tout simplement pour être heureux. On va en parler avec l'invité du grand oral, Véronique Gaspard. L'anti-sèche d'Amal Laoui. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la manière dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité un petit peu ancienne, c'est un anniversaire, celui de Léonard de Vinci. Et les programmes sont ceux d'histoire. On va parler Renaissance. L'heure de la récré, toujours avec Amal, séquence Lego et bien-être. Il y a un petit fil rouge bien-être aujourd'hui. Et puis notre chronique hebdomadaire avec Célie Luton. On va pousser la porte de la librairie de notre libraire et chroniqueuse. Et là aussi, c'est le printemps des petits oiseaux, des animaux, des balades. Elle est la quotidienne de School TV. C'est parti, grand oral. Comment se fait-il que nous puissions nous couper de notre bonté naturelle au point d'adopter des comportements violents et agressifs? Cette question elle est à l'origine de la CNV, la communication non violente, dont on voit qu'elle peut s'avérer d'une grande utilité à l'école. Et on en parle avec l'invité de notre grand oral, Véronique Gaspard. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais merci de venir. Vous êtes cofondatrice de l'association Déclic Éducation. Et la phrase que j'ai citée, elle est du père de la communication non violente, Marshall Rosenberg. Est-ce qu'on peut juste resituer cette histoire qui remonte à la fin des années 60 aux États-Unis, par un épisode vécu, je crois d'ailleurs? Oui, Marshall a 7 ans quand il se fait casser la figure lors des tensions raciales de Détroit. Et ce qui l'étonne le plus, c'est qu'il est traité de sale youpin et lui, il ignore en fait ce qu'est un youpin. Et ce petit garçon de 7 ans, quand il voit le sourire affiché sur le visage de ceux qui le frappent, il est particulièrement étonné parce qu'à l'époque, il vit dans une famille plutôt bienveillante puisque sa propre maman et son oncle s'occupent de sa grand-mère en fin de vie. Et il voit aussi ce sourire sur ces visages-là. Le même. Exact. Il se dit, c'est bizarre parce que d'un côté, il y a des gens qui sourient visiblement en prenant soin, quand d'autres, visiblement, prennent plaisir à casser la figure. Et ça va être comme une forme de quête. Alors, il devient docteur en psychologie pour essayer de comprendre comment les êtres humains fonctionnent. Et puis, il s'installe en tant que docteur en psychologie. Et puis, il s'ennuie assez rapidement. La paperasserie l'ennuie beaucoup. Je peux m'y relier. Pas le seul, oui. Voilà. Et il réintègre le laboratoire de Carl Rogers, qu'il avait rencontré quand il faisait ses études. Et Carl Rogers va continuer la compréhension subtile de la psychologie de l'être humain, quand Marshall, lui, il va s'intéresser au langage. Parce qu'il se dit, peut-être que dans le conditionnement, peut-être que dans notre langage, il y a une reproduction qui fait qu'à un moment, on se coupe de cet élan, a priori, cette motivation que les êtres humains ont à aider et à contribuer. La CNV, dites-vous, a un but sociologique et non psychologique. Peut-être que ça renvoie aussi au fait que Carl Rogers, lui, était psychologue. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire quelque chose de très précis, c'est que le but de la communication non violente, tel que je l'ai intégré aujourd'hui, moi, ça fait simplement 15 ans que je m'attelle à tenter de faire le tour de la CNV, et j'avoue qu'humblement, j'y suis pas, et loin de là. Mais le but, c'est que tous les êtres humains, en ayant récupéré cette motivation à aider, à contribuer, eh bien, au bout du bout, il y a une plus juste répartition des ressources sur Terre. Et j'aime beaucoup cette idée, parce que quand je me lève le matin et que je suis en lien avec le fait qu'un seul papa ou une seule maman au monde n'ait pas suffisamment à donner à un enfant, moi, je vois que j'ai le cœur qui est fendu en deux. Et que je me dis aujourd'hui comment moi, à mon niveau, je peux aider, je peux continuer à faire en sorte que ça devienne plus juste. On va raconter évidemment comment on s'y prend et on va raconter comment vous vous y prenez dans les établissements scolaires. Mais encore une question pour essayer de cerner ce qu'est cette communication non violente. Vous dites que le but, c'est d'être conscient de ses émotions et de ses besoins. Comment on s'y prend ? Alors, on tente de redevenir aussi malin que quand on avait 3 mois. C'est-à-dire que, et même avant, parce que quand vous êtes sorti du ventre de votre maman, eh bien, dès que vous aviez des sensations, agréables ou désagréables, vous étiez capable de brailler jusqu'à péter les tympans des gens qui étaient autour de vous pour obtenir ce qui était important pour vous. Que ce soit de l'attention, que ce soit de la sécurité, que ce soit de l'amour, ou tout simplement les besoins physiologiques, manger, être au propre dans votre couche. Et quand l'éducation, en fait, s'est emparée de nous, c'est comme si, à un moment, il n'y a plus la place pour les émotions. Et que non seulement on n'avait pas le droit véritablement d'éprouver de la tristesse ou de la colère, parce que j'imagine que chez vous, jamais vos parents n'ont invité les voisins en disant « on aimerait célébrer la colère de notre chéri, on aimerait célébrer la force de vie qui l'anime ». S'ils l'ont fait, ils n'ont pas gardé de traces de la chose. C'est ça, voilà. Et donc, d'un côté, on n'a pas été validé dans ce qu'on ressentait, parce que même les moments où on était super joyeux, youpi, tralala, etc. On n'a pas invité les voisins non plus. Ils n'ont pas invité, mais surtout, la plupart du temps, on nous a demandé, en fait, de taire un peu cette joie.
Et en plus, si ça c'était la deuxième phase de la pièce, c'est qu'on nous a laissé croire qu'on était responsable des émotions des autres. C'est-à-dire qu'il est possible que dans vos existences, vous ayez entendu que les profs étaient fatigués à cause de vous ou que votre grand-mère allait être malade à chaque fois que vous rameniez des notes qui étaient en dessous 25, sur 20. Sur 20, bien sûr. Parce que c'est important. Néanmoins, on va donc essayer de renouer avec ces émotions, la compréhension, l'acceptation de ces émotions, pas forcément en braillant comme quand on avait 3 mois, ou si un petit peu, il y a un petit passage comme ça. Alors, il y a la face exécrable, dont avait parlé Marshall, parce qu'il avait tout prévu. J'aime beaucoup le côté incroyable de cet homme. Il avait parlé d'une face exécrable où à un moment, à l'âge adulte, on découvre qu'on a des besoins. Ouais. Alors, ces besoins, en fait, ils sont simplement mis en évidence par les émotions. C'est-à-dire que plus je vais rester connectée à ma réalité, quel que soit ce que le corps envoie comme message, comme sensation, agréable ou pas, et on ne va pas parler de positif ou négatif, parce que ce côté binaire, on va voir qu'on le combat, oui. Voilà, enfin, on ne le combat pas, on va vivre avec, et puis de regarder comment on le transforme. Donc une émotion agréable, c'est certainement le témoin que certains besoins sont nourris, et on va avoir un comportement social adapté. Et puis il y a des moments où certaines émotions sont vécues comme désagréables, c'est simplement le messager d'un besoin qui cherche à être entendu, et comment on va prendre en compte ce besoin-là. J'éprouve un besoin qui est d'offrir aux téléspectatrices et téléspectateurs un moment agréable, retrouver Amal. C'est l'heure de l'anti-sèche. Merci. Dans quelques minutes, on reprend. Véronique Gaspard. Elle se marre. Il faut accepter, Amal, ce bonheur qui est en vous, à l'heure de l'anti-sèche. Et où l'on regarde comment l'actualité résonne dans les programmes scolaires. Et c'est une actualité un petit peu ancienne, 570 ans, l'anniversaire de Léonard de Vinci. Bon anniversaire, Léonard. Oui, né le 15 avril 1452 en Toscane, Léonard de Vinci est mort en France au château du Clos-Lycée à Amboise le 2 mai 1519. Il a été l'un des plus grands innovateurs de son temps. Peintre, ingénieur, anatomiste, sculpteur, botaniste, écrivain, philosophe, scientifique, inventeur, mathématicien, alpiniste, Leonardo da Vinci en italien, est l'archétype de l'homme de la Renaissance, un génie universel. Alors tout le monde connaît son tableau emblématique, la Joconde, mais aussi ses inventions très en avance sur son temps. Le parachute, le scaphandre, oui, la bicyclette, plein de choses. Exactement. C'était un humaniste. C'était un humaniste. Il était aussi végétarien par conviction. Il était aussi visionnaire sur les questions écologiques et animales. Et plus de 500 ans après sa mort, eh bien, Léonard de Vinci fascine toujours autant. Il fascine évidemment les adultes, mais aussi les élèves, puisque sa figure est étudiée dans le chapitre dédié à la Renaissance en histoire-géographie. Oui, c'est ça, la période de la Renaissance, étudiée notamment en seconde dans le chapitre Renaissance, humanisme et réformes religieuses, les mutations de l'Europe. Alors l'objectif de ce chapitre vise à montrer comment l'effervescence intellectuelle et artistique de l'époque aboutit à la volonté de rompre avec le Moyen-Âge et de faire retour à l'Antiquité. Et là, les élèves vont commencer, comme d'habitude, par la définition du sujet d'étude. Oui, et là, on parle de l'humanisme avant de parler de la Renaissance. L'humanisme désigne le mouvement intellectuel qui naît en Europe au XVe siècle et s'épanouit au XVIe siècle. Alors, il se caractérise par la confiance dans la capacité de l'homme à repousser les limites de la connaissance dans tous les domaines, même si le terme de Renaissance est employé pour la première fois par l'italien Vasari dans Vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes italiens en 1520 pour désigner le renouveau de l'art. Eh bien, cette notion est une construction du XIXe siècle. Alors, on va montrer aux élèves que le XVIe siècle est en Europe un siècle de bouleversements intenses dans les domaines des savoirs, des arts et de la culture. Des bouleversements qui commencent, alors en Italie, on leur a dit Leonardo da Vinci avec votre accent extraordinaire, et puis en Flandre, je vous laisse prendre l'accent flamand. Et qui vont s'étendre, je ne vais pas tenter l'accent flamand, et qui vont s'étendre au reste de l'Europe. En tout cas, les hommes de cette époque témoignent d'une volonté de rupture avec le Moyen-Âge. Ils se réapproprient les héritages de l'Antiquité et élaborent une culture nouvelle qui accorde à l'homme une place centrale. Donc la circulation des idées et de la culture humaniste est favorisée par les voyages effectués par les humanistes et les artistes, par la correspondance qu'ils entretiennent et surtout par la diffusion de l'imprimerie. Le sujet d'étude porte sur le XVIe siècle car donc c'est durant cette période que les bouleversements de la pensée, de la connaissance, de la production littéraire et artistique sont les plus intenses, au moment où, entre guillemets, la découverte de l'Amérique bouleverse les conceptions et les représentations que l'on a du monde. Amal, juste pour nous rafraîchir la mémoire, 2-3 points clés.
Alors des points clés, on va mettre en avant dans ce chapitre l'imprimerie et les conséquences de sa diffusion, un nouveau rapport au texte de la tradition. En fait, l'explosion du marché du livre va conduire à l'émergence d'une étude critique des autorités avec en première ligne les textes sacrés. On va mettre en avant aussi une vision renouvelée de l'homme qui se traduit dans les lettres, les arts et les sciences, les réformes protestantes et catholiques qui s'inscrivent aussi dans ce contexte. Alors dans ce chapitre, en fait, on va mettre en lumière les facteurs techniques, intellectuels et sociaux qui permettent de comprendre l'émergence de la diffusion de l'humanisme et au-delà, les mouvements de réforme religieuse protestants et catholiques. Grazie mille. Niente. Grand oral, on retrouve Véronique Gaspard. 1800 formations à la communication non violente ont été organisées l'année dernière. Si je vous dis ça comme ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est que c'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans, selon l'association qui regroupe les formateurs certifiés en communication non violente. Et c'est le sujet dont on parle avec Véronique Gaspard, cofondatrice de l'association Déclic Éducation. La journaliste Marine Miller du Monde vous a suivi tout récemment en formation dans un lycée. Est-ce que l'école, au sens large du terme, est très demandeuse d'intervention en communication non violente? Oui, il y a un inspecteur général qui parle de raz-de-marée des demandes des enseignants à être formés à cette approche. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi je ne connais et je n'ai jamais rencontré un seul éducateur qui avait de mauvaises intentions. Par contre, je rencontre des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens de pouvoir vivre la beauté de leurs intentions pédagogiques et éducatives. Ils sont démunis. Ils sont démunis parce qu'on ne les a pas accompagnés sur comment créer une relation de qualité qui va pouvoir permettre après l'apprentissage. Aujourd'hui, on sait qu'avec les neurosciences affectives et sociales, plus le cerveau baigne dans l'ocytocine et plus le gamin, il a accès à toutes ses ressources. Et donc l'ocytocine, comment on crée ce bain d'ocytocine? Alors soit vous pouvez prendre un bain, effectivement, parce qu'il y a plein de stratégies pour développer l'ocytocine. Sans ocytocine à l'intérieur. C'est ça. Mais c'est ça va tous les moments de bien-être. D'accord. Donc une relation de qualité, par exemple, c'est ce qui fait qu'à un moment, notre cerveau développe et crée de l'ocytocine. Et si on crée ce lien, on amène cette ocytocine dans le cerveau. Oui. Et on est plus à même, plus à l'écoute, et on va mieux apprendre au fond. On sait que le cortex orbitofrontal des enfants va se développer dans les conditions optimales et qu'un cortex orbitofrontal qui est développé au maximum de ses compétences, ça va permettre à l'enfant de maintenir le niveau empathique avec lequel il est né. Ça lui permet de faire des choix éclairés et d'avoir un comportement qui soit éthique et social. Donc ça va très très loin en fait aujourd'hui. Là on parle de l'enfant, on parle d'une prise en charge très très précoce, mais quand vous arrivez pour faire une formation, comme on le voit dans l'article d'ailleurs, dans un lycée, ils ne sont plus tout à fait bébés. Et les enseignants non plus d'ailleurs. Alors ils ne sont pas bébés, même si à l'intérieur de chacun de nous, il y a quand même pas mal d'enfants qui sommeillent. Donc ça, je suis bien tranquille avec ça. Mais surtout, le cerveau est malléable et peu importe l'âge auquel on s'adresse, le cerveau étant malléable, on peut retrouver des compétences et continuer de développer notre cortex. Donc ça, c'est une excellente bonne nouvelle parce que pour moi, il est question d'une justice sociale aujourd'hui. Et que plus on va accompagner les enseignants qui travaillent avec des enfants défavorisés, plus on va augmenter les chances quand l'adulte arrive à créer cette relation de qualité, à faire en sorte que les gamins y redéveloppent ce cortex avec la même chance que ceux qui sont nés dans des milieux, par exemple, plus favorisés. Véronique, sans faire tout le détail, parce que c'est très construit, d'une formation, il y a quand même un certain nombre d'étapes. Je crois qu'il y a 4 grandes étapes. Alors, résumer la communication non violente aux 4 étapes, observation, sentiment, besoin, demande, pour moi, c'est tragique. Parce que c'est une question... Ah oui, je vois que ça vous a dépité, là. Mais alors, j'avais plein d'ocytocine. Ouais, je baignais dans l'ocytocine et là, c'est ça. C'est parti. C'est ça. Et en même temps, j'ose rien demander. Mais oui, mais en même temps, c'est un processus qui, moi, m'a fait découvrir la fermeté depuis un espace de bienveillance. Donc, même si le titre communication non violente pour certains s'apprête à rire à certains moments. Moi, je suis très fière d'avoir récupéré beaucoup de fermeté. Alors, soyons fermes. Donc, les 4 étapes, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. C'est ce que j'appelle, moi, les vertèbres de la conscience. C'est-à-dire qu'au moment où je vous regarde, je sais que vous avez l'atlas, l'axis jusqu'au coccyx, mais ça m'intéresse de ne pas le voir. Moi aussi. Franchement, voilà. On est d'accord. Et que ce processus, quand il est intégré, bien sûr qu'on a ça à l'intérieur, dire de ne pas confondre les observations avec des interprétations, de ne pas confondre des émotions avec des évaluations masquées, les besoins, les stratégies, les demandes, les exigences. Mais ce qui sous-tend cette intégration, c'est ce qui va émaner de la posture. Et que la plupart du temps, la CNV, quand elle devient invisible dans les mots, c'est le reflet d'une posture qui va donner au gamin envie de vous accorder l'autorité. Et que l'autorité, elle ne s'impose pas. L'autorité, c'est comme quelque chose en fait qui donne envie au gamin de vous suivre. Alors moi, j'ai
été longtemps dans les banlieues avec des gamins soi-disant réputés difficiles, j'ai tellement aimé les rencontres qui se sont opérées depuis un espace où, chez moi, il n'y avait rien qui cherchait à les convaincre de quoi que ce soit. On va en parler. Je voudrais quand même... Alors, j'ai raté mes 4 étapes. Peut-être que j'ai plus de chance avec ma girafe? Oui. Alors, la girafe. La girafe. Alors ça, c'est un symbole particulier. Alors, en plus, que vous utilisez beaucoup. Non seulement j'ai utilisé, mais en plus je l'ai amené. Je me suis dit, c'est pas vrai. Est-ce que je prends ça? Mais oui. Mais je me suis dit, mais oui. Dès le début. Voilà. Surtout avec moi, j'ai une âme. J'ai pas une âme d'enfant. Je suis un enfant. C'est ça. Et que la girafe et le chacal, c'est la même personne. Et que, globalement, c'est la même. C'est moi, je voulais en passer et que, justement, il n'est pas question d'opposer le chacal ou la girafe. Quand Marshall a choisi cette métaphore, c'était simplement parce que, pour lui, la girafe, elle voit les situations avec discernement. Elle est capable, finalement, quand elle accompagne un gamin qui vient de cracher sur un prof, de dire non, là, ça, je suis pas d'accord avec ça. Et en même temps, avec son grand coup, elle est capable d'aller regarder ce qui a motivé ce gamin pour faire un truc comme ça. C'est-à-dire qu'elle se met au niveau de ce qu'on pourrait nommer le chacal chez ce môme. C'est-à-dire, elle est capable, au-delà de l'acte, d'aller regarder quel besoin il était en train de nourrir quand il a fait ce qu'il a fait. Et à la fin, ils deviennent copains. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, ce que j'aime beaucoup illustrer... Ce que j'adore illustrer, c'est qu'une fois qu'on a un peu... Si on voit l'image. Non, il faut que vous le montriez plus haut. Une fois qu'on a Une fois qu'on a intégré un peu ce qu'est la communication non violente, on voit et on apprend que, quel que soit ce que quelqu'un nous dit, quelle que soit la forme que ça prend, par exemple, je vous dis, mais vraiment, vous êtes un journaliste piteux. Pitoyable. Voilà, pitoyable. Eh bien, si vous êtes formé en communication non violente, il y a comme quelque chose chez vous qui va dire « Oh, mais ce chacal, il a juste un trouble de l'élocution. » Vous avez un gros trouble de l'élocution. Vous savez quoi, on va le traiter, mais pour le moment, je pense que vous avez besoin d'une petite récréation, d'accord? Allez, la récré. Petite récré pendant laquelle on va en même temps, on se détend quand même. On va se détendre encore plus. Et on va se détendre grâce à la légothérapie. Oui, c'est ça? Est-ce que vous savez ce que c'est la légothérapie? Il y a légo et thérapie dans le titre, donc j'ai beau être un piteux journaliste, je suis encore capable de mettre légo et thérapie dans... Enfin voilà. Eh bien, si vous ne savez pas ce que c'est, regardez, vous allez comprendre. Tu lui fais quoi? De la légothérapie. En fait, il m'a dit qu'il avait mal à la tête. Alors, je concentre les légos. T'as encore mal ou pas? Ah, bah, il faut que je mette des rouges. Jusqu'à 25 mètres de haut. Et un jaune là. Voilà, monsieur. Vous restez comme ça 2h30. Et normalement, la douleur devrait s'estomper. Ok? La journée de rêve. À tout à l'heure. Alors je ne sais pas ce qui compte le plus, du Lego ou du bisou sur le Lego avant de poser le Lego. En tout cas, c'est ingénieux. Donc il essaye de calmer son enfant avec des Legos. Oui, c'est ça. En tout cas, vous savez, tous les parents ont déjà soufflé ou fait un petit bisou sur une petite blessure de leur enfant après une chute, et souvent, ça fonctionne. Absolument. L'effet placebo. L'effet placebo. En latin, placebo signifie je plairai. Alors à partir de la fin des années 50, il est utilisé en médecine comme un outil comparatif pour contrôler l'effet des médicaments. Alors l'effet placebo, c'est le fait d'observer une amélioration d'un symptôme dans un groupe où le traitement n'a pas de principe actif spécifique par rapport à un groupe qui ne reçoit aucun traitement. Et depuis, la recherche ne cesse de s'y intéresser, mais les connaissances sur ce procédé thérapeutique restent encore très limitées. Dans l'effet placebo, le médecin joue quand même un rôle extrêmement important. Oui, selon le chercheur... Plus important que le médicament. Exactement. Selon le chercheur Michel Raymond, c'est surtout l'attitude du médecin qui prescrit le médicament qui influe sur la force de cet effet placebo. Plus il est empathique et avenant, plus il passe de temps avec le patient et plus l'effet placebo va être important. Et c'est encore plus vrai avec les enfants? Oui, parce que les enfants sont impressionnés par les adultes et ça montre que l'effet placebo... Et d'ailleurs, on voit que l'effet placebo diminue au fur et à mesure que l'enfant grandit. Si on est tous très très concentrés, je vous retrouverai d'ici la fin de l'émission les références de cette étude américaine ou de ce test qui a été fait aux États-Unis, où selon la façon dont on parle au patient et dont on montre de l'intérêt pour le patient, notamment dans le cas de maladies chroniques graves, typiquement les cancers, le traitement sera mieux accepté, et on guérit mieux. Voilà, vous avez entendu parler de ce genre de choses, ou forcément. Évidemment, et que quand vous dites un parent qui fait un bisou, c'est la prise en compte, c'est-à-dire que quand l'enfant il est pris en compte dans la réalité qu'il traverse, d'autant que maintenant on sait que quand un enfant tombe, à l'intérieur de lui ça peut prendre l'équivalent comme de tempête émotionnelle,
L'attitude rassurante et bienveillante du parent va faire en sorte que comme il est pris en compte, considéré, il y a comme quelque chose qui peut s'apaiser. C'est le besoin d'attention. Et le 9 revient. Eh oui, Ocytocine. on est d'accord. J'y arriverai. Fin de la récré. On retrouve Véronique Gaspard. Merci Amal. La soumission comme la rébellion sont les deux faces de la même médaille. Cela veut dire que vous accordez à quelqu'un le pouvoir de vous soumettre ou de vous forcer à vous rebeller. Je vous cite Véronique Gaspard, invitée de notre grand oral. Vous êtes cofondatrice de l'association Déclic Éducation et vous nous éclairez aujourd'hui sur la communication non violente. Et je vous cite dans cet article du Monde que j'ai déjà cité avant. On a laissé notre ami la girafe et notre ami le chacal. Si vous voulez les reprendre, donc, parce que vous disiez juste avant la récré, donc l'important c'est que finalement, ils ne s'opposent jamais, c'est ça ? Non, il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire que la girafe, elle développe simplement les moyens de traduire un langage avec lequel on a été conditionné. Et tout le travail de Marshall Rosenberg, ça a été de regarder quels sont les pièges du langage avec lesquels finalement nous communiquons et qui arrivent finalement à faire en sorte que ça suscite des réactions chez nos interlocuteurs et qu'en plus, ça diminue la motivation à contribuer. Et donc, il a déterminé 3 grandes catégories de langage. Donc, la première, je dirais, évidente, c'est les jugements. Quand un être humain entend un jugement, il y a quelque chose qui se ferme. Et alors, dans les jugements, il y a tout ce qui relève de la pensée binaire, le bien, le mal, tort, raison, etc. D'ailleurs, quand vous m'avez dit que j'étais un journaliste piteux, vous avez vu, j'ai fait comme ça, je me suis refermé. C'est ça, voilà, ça c'est automatique, mais ça veut dire que le jour où vous allez émettre un jugement sur quelqu'un ou des personnes avec lesquelles vous vivez, vous n'allez pas vous étonner de leur réaction. Et donc, dans les jugements, il y a la comparaison, il y a les généralisations, les interprétations. Et donc ça, on travaille en stage à traduire les jugements. La deuxième catégorie qui est importante, c'est les ordres et les exigences. Quand un être humain entend un ordre ou une exigence, il est fort à parier qu'il y a quelque chose qui se racrapote à l'intérieur de lui. Et qu'aujourd'hui, quand on veut obtenir quelque chose et à n'importe quel prix, on est capable d'utiliser des stratégies tragiques. Les menaces, les punitions, les sanctions, les récompenses, la culpabilisation. Et en fait, là encore, je me ferme, mon ocytocine se fait la malle et ça se passe moins bien. Et c'est fichu. Et puis la troisième grande catégorie, qui pour Marshall était vraiment le fléau de la société, c'est le déni de responsabilité. Des actes, des émotions. C'est pas ma faute, ou je suis obligée de. Donc à chaque fois que vous dites que vous êtes obligé de faire quelque chose, il y a un bout chez vous qui est dans un déni absolu de responsabilité. Et donc là, dans les stages, on va apprendre à traduire tous les moments où on dit j'ai pas le choix, je suis bien obligée de faire ça, à je choisis de faire ça parce que ça nourrit un truc important chez moi. Véronique Gaspard, comment vous êtes tombée dans cette marmite ? Vous nous disiez que ça fait 15 ans. Il y a eu des vies avant. Je crois que vous avez été infirmière en service de réanimation. Vous avez fait de l'accompagnement de fin de vie au domicile. Vous avez travaillé à l'Éducation nationale comme infirmière, etc. Je résume, hein, mais... Oui, j'aime beaucoup votre résumé. Et je rencontre un garçon qui meurt du sida à 20 ans. Et il me dit, j'ai été privée d'une forme de savoir. Et parce que je n'ai pas eu ce savoir-là, j'ai pas pu choisir. Et il me dit, quand on a la patate comme toi, on ne fait pas d'accompagnement fin de vie, on travaille la prévention. Et jusqu'à cette rencontre, j'avais jamais envisagé la prévention dans mon travail d'infirmière. Et donc j'arrive à l'Éducation nationale et là, je suis seule dans mon infirmerie, 1200 gamins, 200 adultes, des gamins qui sont malades de l'école, pour ceux qui viennent me voir, parce que quand on va bien, on ne va pas voir l'infirmière. Et puis moi, je suis démunie parce que j'ai une boîte d'antalgiques au maximum et je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce bazar ? D'autant que c'est le moment où j'ai 3 ados et que chez moi, je suis bien démunie. Et je réalise à ce moment-là que je passe beaucoup de temps dans ma vie à espérer que les autres changent. Que ma belle-mère change, que mes parents changent, que mon mari change, que les profs de mes enfants changent, que les journalistes changent, que les présidents changent. Ça ne change pas, les belles-mères ? Alors, ça a été compliqué. Et le premier stage, je réalise avec stupeur que, à moi toute seule, c'est moi le terroriste dans l'histoire. Et que tout mon langage est teinté d'une violence inouïe, sans que j'en ai eu la moindre conscience. Vous ne vous pensiez pas violente, vous l'étiez ? Ah mais du tout. Pour moi, la violence, elle se passait, par exemple, dans ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passait dans la cour de récréation quand les élèves se fichaient sur la figure, ou l'ambiance dans la salle des profs. Mais moi, je m'attribuais quand même des vertus non violentes de manière assez innocente. Et vous avez découvert que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Un des conseils que vous donnez d'un mot, c'est de dire il faut célébrer ce qui va bien. Oui, apprendre à regarder, notamment quand on est avec des élèves ou des enfants, toutes les choses en fait qui se sont bien passées. Parce que globalement, aujourd'hui, on a été éduqués à repérer ce qui n'allait pas. Et donc, quand on arrive dans une classe et que, par exemple, on dit « Hey, aujourd'hui, vous êtes tous en même temps à l'heure, merci !» Parce que si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas exercer le métier que j'adore, qui est celui de vous partager la matière qui me passionne.
Si on veut être à peu près à l'heure, il faut que je pousse la porte de la librairie. Mais vous restez Merci. avec nous, on va la pousser ensemble. Avec plaisir. La librairie, Célie Luton. Merci beaucoup, Amal. Et aujourd'hui, dans la librairie, on va parler nature, grand air, évasion. Le printemps est arrivé, les beaux jours pointent le bout de leur nez. Heureusement qu'on l'a pas faite la semaine dernière, celle-là, hein, Célie. Bonjour Célie. Bonjour Emmanuel, bonjour. Véronique. Célie, Véronique. Alors, ça c'est pour moi, je vais le lire, hein, parce que les 4 étapes, tous ces trucs-là, je confonds tout. Il a été écrit pour moi. D'Émilie Vast aux éditions Mémo, qui est sorti l'année dernière. Premier coup de cœur du jour. Petit coup de cœur avec des dessins tout en douceur. Lapin brun et lapin beige sont ensemble et notre petit lapin va pointer toutes les incohérences de son ami. Une limace, ce n'est pas un escargot. Un dromadaire n'est pas un chameau. Le manchot, les pingouins, etc. C'est pas très communication non violente, ça. Ah non, très bien. Tout est en douceur. Ah mais si, il est gentil. Si, c'est très Ils sont communication non adorables. violente. Oui. Ah non, Ils sont formidables. il lui explique qu'il s'est trompé. Il lui explique comment différencier. Il y a un petit peu de vocabulaire, mini-documentaire, à partir de 4-5 ans. Et puis surtout, à la fin, Lapin Brun apprend lui aussi des choses à Lapin Beige. Et pas évidemment. C'est génial, ils ont fait alliance. Forêt, quel âge donc on a dit 3 ans. À partir de 4 ans. Non, 4 ans. Plutôt 4 ans. Le deuxième livre, Oui. superbe album chez Actes Sud du Nord de Yukiko Noritake, Exactement. Donc là, il a... Forêt des frères. Voilà, vous savez que j'adore les beaux albums pour les grands. Là, attention, il faut savoir lire, il faut savoir, lire aussi le dessin. 2 frères ont chacun eu une parcelle de forêt. Et tout marche par double page, hein, j'en montre une. Exactement, voilà. Le texte est vraiment petit, minime, très restreint, mais le dessin est sublime. Vous avez à gauche le frère qui va laisser la nature, s'épanouir, et à droite, je me trompais, c'est celui qui va construire. Donc là, il y a le truc qui est bien pour la planète et il y a le truc qui est sympa pour les vacances, c'est ça? Exactement, on en parlait. Moralement, on va tous se dire, mais oui, à gauche, il a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais à droite, c'est bien pour les C'est vacances. sympa aussi. Voilà. Et après, on en discute. Troisième, c'est un roman, comme très souvent quand on commence à parler des ados. Exactement. C'est chez Thierry Magnier, grand éditeur, de Sandrine Calice, Anse Rouge. Exactement. Donc là, c'est l'histoire de Marie qui part en vacances en Bretagne. Et Marie a un poids sur la conscience. Donc pour s'évader, elle, et pas vers la nature, mais vraiment trouver la paix, elle va revivre chaque année, chaque été, un traumatisme qui a pu avoir lieu au cours de justement l'été et les premières expériences. J'en dis pas trop parce que c'est toute là, c'est du nouveauté. teasing. Exactement. D'accord. Ah, oui. Ça, c'est à dévorer même pour les adultes. Formidable, Célie. Vous aimez la littérature jeunesse, Véronique? Moi, j'adore, je lis beaucoup. Vous avez des coups de cœur à nous partager? Oui, alors moi, un livre vraiment que j'aimerais vous partager, un livre d'Olivier Clerc, c'est Tu es le jardinier de ton cœur. Oui. Et le premier qu'il ait écrit, c'était Tu es comme tu es. Et pour moi, c'est une façon d'intégrer la communication non violente d'une manière tellement douce que moi, je profite d'avoir des petits-enfants autour de moi pour leur raconter l'histoire, en sachant que c'est à moi que je la raconte. Tu es comme tu es, le lacanien qui sommeille en moi trouve que le titre est un peu bizarre quand même. Ah, mais c'est passionnant. Ouais, Ça, j'imagine. Tu es comme tu es. Oui, non, mais elle avait compris. Oui. Et donc, je me raconte l'histoire de manière régulière. C'est important de prendre soin avec des livres chez les tout-petits. Mais oui, mais c'est des moments pour moi d'amour pur. C'est ça. C'est dans la proximité, l'attention, puis d'accompagner les réactions. Moi, je me régale. Vraiment. Oui, parce que tous les enfants ont une réaction différente, justement, qui nous font aussi mûrir dans nos approches. C'est jamais la même chose. Jamais. Voilà. Je suis d'accord. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Célie. Merci. Vous voulez en offrir un à Véronique? Alors, bah oui. Lequel vous ferait plaisir? Ah bah alors carrément. Bah oui. Regardez. Je suis tentée. Je vous laisse choisir. Oh là là, je regarde à la fin. Allez. Je choisis à la Vous fin. choisirez tout à l'heure? Oui, allez. Oui. Super. Je vais être grand-mère. Vous me prêtez une dernière fois Je vais être vos grand-mère. camarades? Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Célie, merci beaucoup Véronique Gaspard, la communication non violente. Déclic Éducation, c'est le nom de l'association. On trouve très facilement sur Internet, il y a plein de ressources et vous pouvez y recourir de diverses façons. Donc le but c'est qu'ils se réconcilient. L'idée, c'est qu'ils ne soient jamais séparés parce que le principe même de la communication non violente, et aujourd'hui c'est un enjeu politique pour moi, hein, c'est de préserver l'unité de l'humain entre les gens. Merci. Alors à l'intérieur de nous déjà, et après peut-être avec d'autres. Avec vous, super.
Merci beaucoup. La quotidienne, c'est terminé. Merci. On va faire le générique. Donc, on va remercier pour le maquillage Colline Hamel. On va remercier Marine Plantec et Charles Fontaine pour la préparation de l'émission. Vous avez vu comme ils sont liés. Alexandre Larochelle et Romain Luc, c'est le son et la réalisation. Ça, il faut vraiment qu'ils soient très reliés. Et vous, on vous adore. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.